Il y a donc cet extrait du discours du président Nicolas Granitzky, vous pouvez le trouver hein, dans ce document. Le document qui fait l'objet de notre émission à la page 107. Alors, monsieur Peuzan. Oui, il faut ajouter que euh, la marche qui a eu lieu euh, en novembre, notamment le 21 novembre 66, selon l'information, a été autorisée et même encadrée par l'armée. Et c'est pas surprise qu'au dernier moment, il y a eu changement d'attitude de l'armée qui reprime cette marche-là qui était partie de Baie jusqu'à Kodiga-Kopé. Parce qu'à un moment donné, des pancartes ont commencé par sortir. Là, on n'a pas voulu détailler cela dans le document pour demander non seulement la démission de Nicolas Grunitzky, mais aussi qu'on traduise ceux qui ont fait le coup d'État 63 en justice. Et c'est grave. Quelque part, on a l'impression que le putsch veut régler les comptes et n'a jamais digéré la mort de leur leader en 63. Et il semblait même qu'il y a eu des infiltrations dans la foule pour faire montrer ces pancartes-là. Et des groupes sont allés même à Nkopé pour demander aux populations, ou bien aux habitants, Kabylie et autres, de quitter Lomé. Donc, automatiquement, ceux qui sont originaires de ces régions ne pouvaient pas accepter que cette marche-là puisse. Et quand il y a des membres de l'information, ils disent ah, si c'est comme ça, du moment où on estime que c'est nous qui avons fait le coup d'État, si on peut le dire, c'est en 63, il faudrait que cette marche-là s'arrête. Et on dirait que l'histoire se reproduit parce que tout ce que vous êtes en train de décrire, on l'a vécu en 90, on le vit encore jusqu'à présent. Alors, et professeur Tigbe, le 13 janvier 67, c'est l'armée qui annonce d'abord la chute de Nicolas Grunitzky et lui-même, il a confirmé son départ vers 11h30. Alors, est-ce qu'il était contraint à l'exil? Pourquoi est-il parti? Alors, il est parti d'abord parce que il avait une autre conception du pouvoir. Il se dit, après le pouvoir, la vie continue. Ça, c'est le premier élément. Et ça montre également que c'est, M. Cousin l'a dit la dernière fois, que c'est un monsieur qui aime bien son travail. Il a considéré que le pouvoir, c'était une parenthèse. Et dès lors que la parenthèse est fermée, il faut que la vie continue. Alors, le fait qu'il quitte le Togo pour partir en exil peut nous amener à revenir sur la question précédente. Était-ce vraiment une chute à l'amiable? Est-ce que c'était vraiment négocié pour qu'il parte ou bien il n'avait pas d'autre choix? Et moi, je penche beaucoup plus sur cette dernière hypothèse selon laquelle Nicolas Grunitzky n'avait pas de choix. Parce que quand on voit la façon dont les choses se présentaient, la façon dont l'opposition était vent debout et la façon dont l'armée aussi, depuis 64, lui en voulait, il s'est dit, est-ce qu'il était sécurisant, après avoir quitté le pouvoir, de rester à Lomé. Donc on peut subodorer qu'il craignait pour sa vie, ce qui l'a amené à quitter le Togo. Mais pourquoi la Côte d'Ivoire? Ça aussi, c'est une interrogation qu'on doit se poser. La dernière fois, nous disions qu'il y avait eu une diplomatie agissante. Hubert Maga était au devant de la scène, mais il n'était pas seul. Houphouët-Boigny était dans les couloirs pour pouvoir négocier son retour aux affaires. Et n'oubliez pas que Houphouët-Boigny est l'initiateur de la France-Afrique à partir de 1955, par là. Et donc, quand nous parlons de l'homme de la France, ça voudrait dire que les autres hommes de la France, de la sous-région, devaient pouvoir le soutenir au moment où il avait des problèmes. Et je pense que le choix d'aller se réfugier en Côte d'Ivoire participe de cette réalité-là où, à un moment donné,
il s'est rendu compte que Houphouët-Boigny avait quelques sympathies pour sa personne. Et d'ailleurs, plus tard, on a découvert qu'il y avait des liens matrimoniaux qui se sont développés entre les deux femmes. Voilà. Et exil, donc en Côte d'Ivoire, où il connaîtra une fin tragique. Alors, comment est-ce que les Togolais avaient reçu ou bien accueilli la nouvelle? C'est un peu dommage que, disons, qu'après l'indépendance, que les Togolais aient perdu deux de leurs présidents. Ouais, il y a eu Olympio, et puis 4 ans après, non, oui, 4 ans après, Nicolas Doniski. Vous voyez un peu le traumatisme que cela, nos présidents qui ont eu à lutter pour l'indépendance. C'est vrai, l'un qui voulait, dans le cadre nationaliste, le faire, et l'autre avec la France, président perdu. Donc, ça a été un traumatisme d'apprendre que, Mais comment ils vont? oui, l'accueil, d'abord, on a eu l'information par la presse qu'il a été évacué sur la France après quelques soins à Abidjan. Et le président de la République à l'époque, Étienne Yadema, rapidement a envoyé des mots de condoléances, donc le chef de l'État, pour adresser à sa femme, pour dire voilà, je compatis à ces douleurs à notre président qui n'est plus. Et après, le corps est revenu au pays avec des obsèques qui ont eu lieu avec le Monseigneur Doucet, qui a eu à faire l'homélie à l'église avec une foule importante. De Lomé, le corps a été transporté jusqu'à Tapamé pour son enterrement, où la foule était estimée à des milliers d'hommes et on pouvait procéder à son enterrement. Non seulement il y a eu l'accueil extraordinaire au Togo, même les Togolais qui étaient en Côte d'Ivoire lui ont aussi réservé avec en tête le président ivoirien, Félix Houphouët-Boigny, qui, disons, un mois après la mort de Nicolas Doniski, a organisé une messe de requiem à son honneur pour montrer effectivement ce que représente cet homme-là. Donc, les Togolais ont été, si je peux me résumer ainsi, ont été vraiment choqués de perdre pour la deuxième fois leur président de la République. Quel hommage, oui, quel hommage. Mais allez-y, vous pouvez enchaîner les deux questions. Oui, je voudrais juste ajouter que si on compare l'accueil que les Togolais ont réservé à l'annonce du décès de Sylvanus Olympio à celui réservé à l'annonce du décès de Nicolas Grunitzky, il n'y a pas match. Pour dire que l'accueil, la stupéfaction était grande par rapport à Sylvanus Olympio. Et cela s'explique d'ailleurs, puisque lui, il était encore en fonction. Il était en pleine activité présidentielle quand le coup d'État est intervenu. Donc, c'est normal que les Togolais soient choqués, soient stupéfaits. Et contrairement à une certaine version de l'histoire qui faisait comprendre qu'il n'y avait pas du tout eu de manifestation contre ce coup d'État de Sylvanus Olympio, dans l'ouvrage, nous avons révélé qu'il y a eu, dans le cercle de Cloutot, comment on les appelle, les ablafos, qui avaient décidé de marcher sur Lomé et de régler des comptes aux mutins. Ils ont été dissuadés par la suite, mais il y avait quand même une grande mobilisation. Même à Lomé, on a appris que Bonito, qui est le fils aîné, je crois, de Sylvanus Olympio, a commencé à ameuter les gens pour sortir et faire une marche de protestation contre le coup d'État. Mais les mutins l'ont maîtrisé rapidement et l'ont expulsé même du Togo. Et le collègue Cousin l'a dit la dernière fois, c'est à la frontière de Ila-Kondi que Nicolas Grunitzky rencontre son neveu et il le prend là. Bien. Maintenant, pour ce qui concerne Nicolas Grunitzky, nous disons que il n'était plus en activité, mais il y avait quand même une certaine sympathie des Togolais vis-à-vis de lui, pour l'homme qu'il fut et surtout pour le pacifiste qu'il fut.
Et aujourd'hui, quand vous faites un petit sondage au sein de la population togolaise, quand vous demandez qu'est-ce que vous retenez de Nicolas Grunitzky, beaucoup vous diront que mais c'est quand même un gars cool, c'est un président qui ne voulait pas de problème, qui n'avait que l'intérêt supérieur de la nation, etc. Tout cela fait que les gens avaient une certaine sympathie pour lui. Maintenant, pour ce qui concerne les hommages, il a dit, mais ce que moi j'ai déploré, c'est que le drapeau togolais n'a été mis en berne que pendant 24 heures, je crois, du 5 au 6 octobre. Oui, un jour, monsieur. Un jour seul. Et je trouve quand même que c'était trop petit, trop peu par rapport à l'homme qu'il fut. Quoi qu'on dise, il fut un président de la République, le président de la République togolaise pendant 4 ans. On aurait pu faire mieux. L'autre chose, c'est que, comme il l'a dit, il a été enterré à Atapamé et les mots qui sont écrits sur sa tombe sont illustratifs d'une certaine mémoire que la famille et même les proches ont gardé de l'œuvre que l'homme a eu à mener à la tête du Togo. Je cite de mémoire, ils disent que il n'est pas facile de devenir un soleil. Voilà pourquoi le soleil ne meurt pas. Il se couche pour se lever sous d'autres cieux. Fin de citation. Cela veut tout dire. On reviendra peut-être une autre fois sur cette phrase qui a été écrite ou bien qui est toujours là sur la tombe de Nicolas Grunitzky. Tout le monde ne peut pas comprendre le fond de ce qui est écrit. Alors, retour sur Mais le moral, c'est que c'est un soleil. Tout à fait, tout à fait. Soleil, tout le monde sait ce que c'est le soleil. Mais ce qui suit, tout le monde ne le comprend pas. Retour à présent sur les images de celui qui était vraiment Nicolas Grunitzky et c'est dans ce document de Sonia Ameniko. Nicolas Grunitzky, né le 5 avril 1913 d'un père officier de l'armée allemande, Harry Grunitzky, et d'une mère togolaise appartenant à la famille du chef Kalen d'Atapamé prénommé Sossimé, fait partie des hommes politiques togolais peu connus. Troisième fils et déjamé de sa famille, le petit Nicolas ne connut pas son père puisque celui-ci décéda le 10 juin 1912, soit moins d'1 an avant sa naissance. Bien entouré, Nicolas fit ses études primaires à Lomé avec Anani Santos de la Juventus et Bernard Akapo, premier représentant du Togo aux Nations Unies. Une fois ses études primaires terminées, il eut le privilège de faire partie du groupe des tout premiers jeunes Togolais boursiers envoyés par l'administration en France dès 1928 pour y faire des études secondaires. Le jeune Nicolas voulait devenir médecin, mais la bourse qui lui fut attribuée le dirigea vers d'autres disciplines comme les mathématiques et l'ingénierie. En 1932, il obtint son baccalauréat série mathématiques au lycée Nié d'Aix-en-Provence en France. De 1932 à 1933, il fit des études de mathématiques supérieures puis spéciales. Après quoi, il s'inscrit à l'école spéciale des travaux publics, du bâtiment et de l'industrie, d'où il sort nanti du diplôme de conducteur de travaux publics et technicien des bureaux d'études. Après ses premières expériences professionnelles au Dahomey, Nicolas Grunitzky retourna au pays en 1938 où il intégra les services des travaux publics et chemins de fer. Il se maria la même année à Vinolia. En 1939, il fut appelé à défendre la France contre l'Allemagne. De retour à la vie civile, il fut successivement chef de bureau de secrétariat des TP et chemins de fer du Togo de 1940 à 1944, puis chef de subdivision des TP, directeur de l'école professionnelle de Sokodé de 1944 à 1945. À partir de ce moment, il commença ses premiers pas en politique. Secrétaire général du PTP, député à l'Assemblée territoriale de 1951 à 1956 et Premier ministre de la République autonome de 1956 à 1958. Suite au coup d'État du 13 janvier 1963, Nicolas Grunitzky prend le pouvoir et dirige le gouvernement provisoire. Au lendemain des consultations populaires du 5 mai 1963,
le tandem Gruniski-Meaty travaille pour sa renaissance par les autres pays du monde. Tandem qui lança comme mot d'ordre l'union et la réconciliation nationale. Mais l'autorité de Nicolas Gruniski fut profondément entamée par des crises sociales et politiques multiformes. Il fut alors déposé le 13 janvier 1967. Il mourut accidentellement en Côte d'Ivoire où il s'était exilé le 27 septembre 1969. On revient sur ce plateau, et professeur monsieur Cousin, docteur Cousin, ouais. En parcourant le document, ce document semble à charge contre Nicolas Gruniski. Je peux citer par exemple quand vous dites Nicolas Gruniski, le Ponce Pilate, qu'on fait page 75, si vous avez votre document. Alors pourquoi un Ponce Pilate? Oui, pourquoi un Ponce Pilate? Même vu les sous-titres que vous avez mis, c'est un peu à charge. C'est comme si lui-même il a vécu pour être oublié. Non, au fait, nous avons mis Ponce Pilate en guillemets. Oui, bien sûr. Ouais, donc ça veut dire ce que nous voulons dire. Alors, Et nous voulons en fait montrer que voilà un événement, l'événement de l'assassinat de son beau qui est arrivé. Et il répond à l'appel des militaires, il arrive et il dit, je n'en suis pour rien, je m'en lave les mains. Donc le fait de se laver les mains nous amène à dire, ah, il fait comme Ponce Pilate qui s'est lavé les mains, qui dit, il n'est pas responsable du devant qui est passé. C'est ce qui s'est passé. mais c'est pas la même chose. C'est un chéri pour dire ceci. D'abord, il faut connaître ce que fut Ponce Pilate. Parce que à partir de ce moment-là, on peut mieux comprendre ce que nous voulons dire. Ponce Pilate fut un gouverneur romain à la tête de la Judée et de la Samarie. Entre l'an 26 et jusque-là, après Jésus-Christ. Jusque-là, on comprend. Alors, jusque-là. justement, par rapport à cela, ce qu'il fut, lorsque les Juifs ont voulu crucifier Jésus, c'est à lui qu'ils l'ont apporté. Est-ce que Ils l'ont amené. Non, attendez, c'est un raisonnement que je connais. Je suis en train de vous suivre et puis je voudrais qu'on compare au fur et à mesure. Justement, vous allez comprendre, bien sûr. Alors, qu'on compare au fur et à mesure. Je n'ai pas dit qu'on comprenne. D'accord, ok. Je vais en venir à la conclusion et tout le monde comprendra. Alors, on n'a pas amené Sylvanus Olympio à Nicolas Gruniski. Ça, la comparaison n'a pas lieu d'être à ce niveau-là. Mais quand on a amené Jésus à Ponce Pilate a demandé pourquoi est-ce que vous voulez qu'on vous livre, les Juifs ont donné leur raison, etc. Et après, la deuxième phase de la chose, de l'histoire, c'est qu'il a demandé qu'on lui apporte de l'eau. Il s'en est lavé les mains pour dire, écoutez, que son sang, que je n'ai rien à faire avec son sang. Et les Juifs ont crié que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. En fait, c'est le deuxième volet de l'histoire qui nous intéresse, qui nous inspire. Personne n'a conduit Sylvanus Olympio à Nicolas Gruniski pour qu'il puisse le tuer. Mais au moment où il a été tué, et que c'est lui qui a la lourde charge, entre guillemets, de lui succéder, il avait tout à montrer qu'il n'avait rien à faire avec l'assassinat de son beau-frère. Parce qu'il y avait une certaine opinion publique de l'époque qui l'accusait d'avoir quelque chose à jouer comme rôle dans l'assassinat de son beau-frère. Donc, il devait montrer clairement à toute cette opinion publique-là que ce n'est pas lui qui a assassiné. Comment devait-il le montrer? Alors, qu'est-ce qu'il a fait? D'abord, au moment où il y avait les tractations pour qu'il revienne au pays pour prendre le pouvoir, il avait dit à Hubert Maga clairement que succéder à mon beau-frère voudrait dire dans le rang des nationalistes que je n'attendais que son décès pour pouvoir venir prendre le pouvoir. Donc, par rapport à cela, Il devait refuser, je ne comprends pas très bien. non, mais c'est pour cela que lui-même il refusait au départ. Il avait refusé. Mais
c'est sur insistance de la diplomatie française et dahoméenne qu'il a décidé, qu'il s'est décidé à venir prendre le pouvoir. Donc, il pose des conditions. Il dit, d'abord, pour ne pas me faire lyncher, il faut que l'armée dahoméenne m'accompagne. Et donc, Hubert Maga a demandé aux militaires dahoméens de l'escorter jusqu'à Lomé. Ça, c'est le premier élément. Parce qu'il avait peur que les nationalistes le lynchent. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'il demande aux militaires de pondre un communiqué pour dire que lui, Nicolas Grunitzky, il n'avait rien à faire avec le TCD. Jusque-là, je ne vois pas en quoi vous le comparez à ce qu'il a. Et justement, à partir du moment où il dit « je n'en suis pour rien », Est-ce qu'il était quand même, il en était pour quelque chose? non, mais est-ce que Ponce Pilate en était pour quelque chose dans le décès, dans la mort de Jésus-Christ? C'est Ponce Pilate. On aurait pensé. Justement. Lui, il n'était pas encore roi, il n'était pas encore président. Non, ça dit que ce n'est pas une comparaison. Il était dans la posture du président. Il était dans la posture. Oui, il était arrivé en tant que frère. Il était que dans la posture. Voilà. Donc, en réalité, la comparaison, ce n'était pas mot à mot. D'ailleurs, c'est à l'interrogation, à l'interrogative. Un Ponce Pilate. Oui, mais le choix des mots aussi, on dit non. Justement, à partir du moment où il s'enlève les mains pour dire « je n'en suis pour rien » dans l'assassinat de mon frère, mon beau-frère, j'allais dire. Alors, nous nous demandons, est-ce qu'il voulait jouer au Ponce Pilate ou non? Donc, en réalité, ce n'est pas cette question. ce n'est pas pour charger sa mémoire. Ce n'est pas pour charger sa mémoire, mais est-ce que l'historien, en tout état de cause, n'est pas juge? Nous essayons de L'analyse. de remettre les faits dans leur contexte et d'analyser. Et c'est ce que nous avons essayé de faire. Voilà. Oui. Du coup, on aurait pensé que c'est lui qui a aidé quelque part dans la mort de son beau, puisqu'ils sont adversaires politiques. Et voilà, il prend sa place. Bon, dans l'imaginaire des gens, c'est lui le principal acteur. Il dit non, dans cette affaire-là, je n'en suis pour rien. Que les militaires disent que c'est eux, et moi, je suis venu seulement dans l'intérêt supérieur de la nation. C'est là en disant, et nous avons mis, je pense, en guillemets, sur l'autre volet, comme l'a dit le collègue Tigbe, vous dit, je ne suis pas responsable, je n'ai pas versé le sang de mon beau-frère. Et ça se comprend dans ce sens-là. Quoique, on s'est fait comprendre en ce sens. Parce que ce n'est pas au fait à tâche. Moi, qu'il faut. Ce n'est pas. Je pose les questions. On n'est pas à charge. Nous, on a fait un constat. Et c'est ce qu'il a dit. Et d'ailleurs, il devait être lynché. Mais le fait qu'on a compris qu'il n'est pas responsable, d'ailleurs, sa grande sœur l'a reçu. Il a participé même aux obsèques de Sylvanus Olympio. Sinon, il ne pouvait même pas aller là-bas. Si nous ne pouvions pas aller à l'enterrement de son beau qui a été assassiné. Et que retenir alors aujourd'hui de l'homme, Nicolas Grunitzky? Qu'est-ce qui en reste aujourd'hui? C'est vrai que Nicolas Grunitzky, malheureusement, n'a pas écrit ses propres mémoires pour qu'on puisse se rendre compte de tout ce qu'il a eu à faire dans l'intérêt supérieur de la nation togolaise, comme il aimait très bien le dire. Et c'est d'ailleurs ce qui explique le fait que nous avons opté pour cet ouvrage-là. Et pour reconstituer les faits, nous avons dû faire des recherches ici, au Togo, en Côte d'Ivoire et en France, pour essayer de retrouver les traces du personnage. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que la dernière fois, on a commencé à le dire, il a eu à poser un certain nombre d'actes qui aujourd'hui semblent passer inaperçus, mais en fait qui portent sa marque. D'abord, ce que nous appelons aujourd'hui le monument aux morts, qui est entre le ministère des Affaires étrangères et le ministère du Commerce. C'était le monument de la République autonome du Togo.
Donc, lui, Premier ministre de la République autonome du Togo, à chaque fois qu'on voit ce monument, en réalité, on devait se rappeler de lui, parce que c'est sous son égide que ce monument a été érigé. Secondo, la dernière fois, nous avons dit que c'est lui qui a créé la CET le 20 mars 1963 et racheté l'UNELCO en rachetant l'UNELCO qui était une société française qui gérait l'énergie électrique à l'époque. Ensuite, c'est sous lui que s'est matérialisé le projet de construction du port autonome de Lomé, enfin du port de Lomé, puisque les tractations avaient commencé sous Sylvanus Olympio, mais c'est lui qui matérialise cela. C'est lui qui a créé en juillet 1964 l'UTB, l'Union togolaise de banque. Et la grande trouvaille de l'époque, c'était les plans quinquennaux de développement économique et social. La première forme de planification gigantesque, j'allais dire, c'est vrai que Sylvanus Olympio aussi a planifié un peu l'économie, mais les plans de développement à la manière des soviétiques que le Togo a connu au lendemain de l'indépendance, c'est l'œuvre de Nicolas Grunitzky, parce que après que les nations africaines et européennes ont accepté de l'admettre dans le concert des nations, le chantier principal pour lequel il s'est battu, c'est la mise en place de ces plans quinquennaux de développement économique et social qu'il lance officiellement en 1965, mais qui sont rentrés dans leur phase active à partir de 1966. Donc, quand on voit tout cela, on peut, c'est entre autres, on peut se rendre compte que Nicolas Grunitzky, en réalité, n'a pas vécu inutilement. Et on se pose la question de savoir pourquoi, après avoir procédé à de telles réalisations qui lui ont survécu, qui existent encore aujourd'hui, on ne parle pas suffisamment de lui. Voilà. Voilà. Et voilà, vous avez dit dans votre conclusion, c'est sur la même question. Et dans votre conclusion, vous posez la question, mais de l'homme Nicolas Grunitzky, qu'est-ce qui reste aujourd'hui? Évidemment, pas grand-chose, c'est votre réponse. Alors, quand vous dites pas grand-chose, est-ce que c'est pas aussi la faute à vous, historiens, de d'écrire, de faire connaître à la jeune génération qui était cet homme-là? Ou bien qu'est-ce qui était l'histoire de notre pays? Justement, c'est cette faute que nous devons corriger. En publiant l'ouvrage en question. 3 ans après. Oui, c'est 3 ans après. Et il pense que il y aura d'autres écrits sur lui pour apporter plus d'éclairage sur ce personnage-là. Comme œuvre qu'il a encore réalisée, il faut ajouter à ce que le collègue Tigbe a dit. On peut citer également l'inauguration de l'hôpital d'Afagnan. C'est lui qui a inauguré cet hôpital-là. Il y a eu également l'inauguration du lycée de Tocoin. Mais aussi l'appel fait aux Chinois pour développer la culture du riz à Michintoré et à Moblo. Donc, il a fait beaucoup de réalisations qu'on ne doit pas oublier. Je pense que d'autres recherches nous permettront d'approfondir davantage ce que cet homme-là a fait et a laissé pour le Togo. Pour les 2 dernières questions, nous allons faire un tour de table. Et je reviens sur une question que vous avez aussi posée dans votre conclusion. Très peu de Togolais se souviennent de Grunitzky. Est-ce à dire qu'il n'est pas suffisamment rentré au panthéon de l'histoire nationale ou bien il existe une volonté politique de ne pas suffisamment lever le voile sur l'homme qu'il fut et ce qu'il a réussi à apporter au développement du Togo? Oui, c'est une phase, un questionnement qui a retenu notre attention dans la conclusion sur la base du constat de départ que nous avons fait et qui nous a orientés vers l'écriture de cet ouvrage-là. Alors, la question qu'on peut se poser pour répondre à la question, moi je pars d'une autre question pour en arriver à la réponse, c'est de savoir comment entre-t-on au panthéon de l'histoire d'un pays. Vous savez, notre modèle en la matière, c'est la France. Et en France, pour entrer au panthéon, c'est vrai qu'à un moment donné, c'est l'Assemblée nationale qui décide que tel
ou tel autre Est- centre, voilà, est est- digne d'entrer au panthéon de l'histoire nationale. Par rapport à quoi? Par rapport au service rendu à la nation. Mais depuis un temps, depuis la Troisième République, c'est le président de la République qui décide que tel ou tel doit entrer au panthéon de l'histoire. Alors, si nous considérons la chose comme telle, nous pouvons dire que tout dépend de la volonté politique. C'est-à-dire qu'il faut que les premiers responsables du pays décident que tel soit entré au panthéon de l'histoire. Et pour ce qui concerne Nicolas Grunitzky, nous estimons que il faut plus de volonté politique le concernant. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit la dernière fois, quand on voit un peu dans le panthéon national des anciens présidents, il occupe la portion congrue. Donc, il appartient aux dirigeants, au pouvoir public, de dire, eu égard à tout ce que cet homme a eu à faire comme action, à mener comme activité, comme réalisation à la tête du Togo, il faut honorer sa mémoire, il faut le revaloriser. Et je pense que c'est avec joie, d'ailleurs, que j'ai appris récemment de façon officieuse que le HCOUN, le Haut Commissariat pour la réconciliation et le renforcement de l'unité nationale, Togo, est en train de penser à quelque chose relatif à Nicolas Grunitzky, comme on l'avait fait à l'époque à Sylvanus Olympio. Et je pense qu'il est temps qu'on puisse avancer sur cette piste-là, de sorte que la mémoire de cet illustre, il s'est fait humble lui-même, mais ce n'est pas une raison pour qu'on puisse l'ignorer. Donc, il est temps que des actions soient menées pour redorer son blason, même après sa mort. Nicolas, La phrase dit tout. Nous disons qu'il n'est pas arrêté suffisamment. Ça dit que, bon, on doit plus que ce qu'on le fait actuellement. Et je viens de me rappeler encore que c'est lui qui a créé la brasserie du Bénin. C'est lui qui a créé le textile de Dacha. Ouais, un peu, si on voit tous ces œuvres-là, quand même, ils méritent une place plus importante que ce que nous connaissons aujourd'hui. Et comme l'a dit le collègue en question, il faut une volonté politique pour pouvoir le faire en ce sens-là. voilà. Au final, le personnage est-il un nationaliste trop prudent ou un homme de la France? Oui, les deux. D'abord, moi, je constate que il a été à l'école en France, il a servi l'armée française, et il est devenu Premier ministre de la République autonome. Il a répondu aux appels des militaires, donc du côté de la France. Mais aussi, à un moment donné, c'est lui qui rachète Milko, qui porte atteinte un peu aux intérêts français. Et il fait appel aux Chinois pour développer le riz au Togo. Donc, il y a à la fois ce nationaliste-là qui voulait l'indépendance progressive, donc dans la prudence avec la France, mais aussi quelqu'un qui a voulu quand même donner une certaine indépendance dans plusieurs domaines à son pays. Donc, il est les deux, selon mon point de vue, les deux à la fois. Vous êtes du même avis? Oui, je pense que on est des policiers. Hein. Je ne peux pas aller à l'encontre de ce qu'il dit, d'autant plus que c'est l'argument que nous avons avancé dans la conclusion. Nous avons dit clairement que Nicolas Grunitzky est la somme des deux. Le nationaliste trop prudent, un peu, et l'homme de la France, Trop prudent un peu. un peu prudent. Pour parler correctement français, il a été un peu prudent en termes de nationalisme, et nous l'avons suffisamment montré la dernière fois, mais il a été aussi du côté de la France. Et c'est d'ailleurs ce pourquoi les nationalistes lui en voulaient tant. Mais en réalité, au final, on se rend compte que ce n'est pas quelqu'un qui était foncièrement contre les intérêts du Togo. Et à chaque fois que l'intérêt du Togo était dans la même balance que l'intérêt de la France, en tant qu'homme d'État, il a privilégié les intérêts
Togolais. Et c'est pour cela d'ailleurs que nous n'arrêterons pas de citer le fait qu'ils décident de créer la société qui, pour gérer l'énergie électrique du Togo, au moment même où la France a mis en place l'UNERCO pour commercialiser l'énergie électrique au Togo. Voilà. Un document donc coécrit sur Nicolas Kroniski, 1913-1969, le nationaliste trop prudent ou l'homme de l'enfance. Est-ce que c'est le début d'une série d'ouvrages sur nos dirigeants? Oui, je pense que au département, dans les départements d'histoire des deux universités publiques du Togo, nous avons fait le constat selon lequel l'histoire du Togo postcoloniale n'a pas suffisamment de traces pour pouvoir faciliter son écriture. C'est pour cela que depuis 2003, les historiens togolais ont encouragé une série de productions scientifiques sur les histoires de vie. Et on a mis en exergue les hommes politiques qui ont fait le Togo postcolonial. Et je pense que, en dehors de l'ouvrage de Akuche Aboubli, qu'il a intitulé Sylvanus Olympio, un destin tragique, celui-ci vient comme pendant, l'autre pendant de l'ouvrage d'Akuche Aboubli. Et je ne pense pas que nous allons nous arrêter sur cet ouvrage-là parce qu'il y a beaucoup d'autres dirigeants togolais qui méritent d'être suffisamment connus par les Togolais. Encore une fois, si nous n'arrivons pas à nous accepter, si nous nous détestons tant, s'il y a de l'animosité entre nous Togolais, c'est parce que nous ne connaissons pas suffisamment notre histoire. Parce que l'histoire a cette force-là de forger l'identité nationale. Et je pense que nous, historiens, notre responsabilité est tout engagée. Voilà, pour finir, Dr Couzon, qu'est-ce que vous faites qu'il soit lu, ce document? Oui, nous avons eu... Vous n'écrivez pas pour que ça reste dans les tiroirs comme... Oui, je crois que ça vient de sortir. Nous faisons l'effort d'en parler et de participer à des émissions comme Ne faites pas celle-ci. l'effort, faites-le. Oui. Et le document est déjà sorti. Alors, mais il faut que les journalistes aussi acceptent de nous recevoir. Sinon, vous ne seriez pas ici. Mais justement, vous savez, une seule hirondelle ne fait pas le printemps, encore le printemps, pardon. Mais c'est à vous de faire du travail autour de l'ouvrage que vous venez de sortir. Oui, sans que c'est ni Nous le faisons. L'ouvrage est sur le marché. Nous avons décidé de faire un tapage médiatique autour pour que les gens puissent être informés de la sortie de cet ouvrage-là. Et à partir de ce moment, je pense que ceux qui sont intéressés par l'ouvrage s'approcheront de nous pour pouvoir en acquérir. C'est à vous d'intéresser aussi sur le monde. C'est sur le marché, c'est en ligne, on peut l'acheter aussi. Mais il y a une petite inquiétude. On dit souvent que les Togolais ne lisent pas. Il y a ça, mais je crois que progressivement, les choses vont changer pour que les gens puissent avoir l'envie de lire ces documents. C'est pourquoi ce n'est pas trop volumineux, le style est simple, et il y a même beaucoup d'illustrations, de photos qui montrent vraiment Pas beau. beaucoup. Quelque peu. Parce que je l'ai lu. Peut-être pas beaucoup. Voilà. Et je crois que nous ferons l'effort pour intéresser le public pour que ça passe. Voilà. Merci, chers invités, pour cette belle histoire. 2ATG. Ensemble, Ensemble, écrivons l'histoire audiovisuelle du Togo.